qui comprend Spider-Man, les 4 Fantastiques et l'incroyable Hulk. Les super-humains ne sont pas de simples personnages de fiction, ils existent vraiment. Voici Daniel Browning Smith. Il est né avec un pouvoir incroyable. C'est l'homme le plus flexible du monde. Je lui ai demandé de parcourir la planète à la recherche d'autres personnes aux pouvoirs extraordinaires. C'est irréel. Par définition, ça fait de lui un super-humain. Pour moi, c'est impossible. Je dirais même que c'est un miracle. Les super-humains existent. Préparez-vous à les rencontrer. Je m'appelle Daniel Browning Smith. Dans ma quête pour découvrir des êtres surhumains, je vais rencontrer un homme qui affirme pouvoir soulever des objets par la seule force de son esprit. Je vais aussi faire la connaissance d'un homme loup et découvrir si cet homme a réellement vaincu la peur. Mais avant, je me rends dans les Caraïbes pour rencontrer un plongeur qui repousse les limites du corps humain. Nous en savons plus sur la surface de la Lune que sur le fond des océans. Pour explorer le monde sous-marin, nous avons besoin de bouteilles d'oxygène, d'équipements de plongée et de sous-marins. Mais imaginez pouvoir plonger au fond de l'océan simplement en retenant votre souffle. Déjà, il y a 2000 ans, les pêcheurs de perles japonais plongeaient en apnée pour ramasser des huîtres au fond de l'océan. Ces premiers apnéistes atteignaient des profondeurs de 20 mètres. Mais aujourd'hui, je vais rencontrer Patrick Moussimou, le premier apnéiste à atteindre la profondeur incroyable de 200 mètres. Patrick pourrait bien redéfinir les limites du corps humain. Il plonge à une profondeur équivalente à 2 fois la Statue de la Liberté, soit plus profond qu'un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale, et bien plus profond que la science ne le pensait possible. Je veux découvrir comment un être humain peut survivre à une telle profondeur sans oxygène. Quand on plonge dans une piscine, on ressent la pression de l'eau sur tout le corps. Multipliez cela par 1000 et vous pourrez commencer à comprendre ce que ressent Patrick à 200 mètres de profondeur. Seul, dans le noir quasi complet, écrasé par la pression et presque à court d'oxygène. Je vais assister à une démonstration de l'incroyable capacité de Patrick. Mais avant, je veux savoir pourquoi ses tympans n'explosent pas quand il plonge aussi profond. Quand je plonge au fond d'une piscine, je ressens une énorme pression sur les oreilles. Comment faites-vous pour gérer ça? Il faut compenser jusqu'au fond. Patrick m'apprend que la plupart des plongeurs compensent la pression en remplissant leur sinus d'air tous les quelques mètres. Mais il a une autre technique. J'ai inventé une technique qui me permet de ne pas utiliser l'air, mais l'eau. Je laisse l'eau envahir mes narines, puis mes sinus et mes oreilles. C'est incroyable. Patrick laisse l'eau de mer envahir ses sinus, ce qui lui permet de compenser l'énorme pression à 200 mètres de fond. Patrick pratique l'apnée no limit, la discipline de l'apnée la plus extrême, qui permet d'atteindre les plus grandes profondeurs. Tous les ans, on déplore des morts, et de nombreux apnéistes professionnels se sont noyés. Ne pouvant estimer la quantité d'oxygène dans leur corps, il arrive fréquemment que des plongeurs fassent une syncope sous l'eau, car ils ne s'aperçoivent pas qu'ils n'ont plus d'air. Pour plus de sécurité, nous avons prévu des plongeurs. Et pour m'aider à comprendre comment Patrick peut survivre sans oxygène pendant aussi longtemps, j'ai demandé au docteur Van der Vaart, spécialiste de la plongée, de se joindre à nous. Patrick va descendre jusqu'à une profondeur incroyable grâce à une gueuse lestée fixée sur un câble. Une fois au fond, il devra gonfler un ballon de plongée pour remonter à la surface. Le ballon est indispensable. S'il ne fonctionne pas, il est mort.
Donc il risque sa vie en faisant ça. Absolument. Personne ne pourra lui venir en aide à 200 mètres de fond. Il va plonger seul. Si le ballon ne fonctionne pas, il ne pourra pas remonter. Tous les ans, 1 ou 2 plongeurs no limit meurent. On y est. Il s'en remet entièrement à la gueuse et à sa capacité à résister à la pression et à retenir son souffle. Patrick remplit ses poumons d'un maximum d'oxygène. Il va descendre plus bas que la profondeur recommandée pour les plongeurs avec bouteille. Une fois sous l'eau, il n'y aura aucun moyen de lui donner de l'air. Il descend. Je l'aperçois encore. Ça y est, il a disparu. Ça vibre. Le câble vibre beaucoup. C'est assez angoissant. Le plongeur tient le câble pour s'assurer que tout va bien. À une telle profondeur, le corps de Patrick subit une pression atmosphérique de 20 bars, qui va réduire ses poumons à la taille d'une orange. Je ne peux pas imaginer ce que ça fait d'avoir une telle pression sur le corps et de devoir en plus rester en apnée. Ça y est, il s'est arrêté. Il est au bout du câble. Patrick doit se dépêcher de gonfler le ballon. D'une seconde à l'autre, il risque de se trouver à court d'oxygène. Oui, je sens des vibrations. Contrairement aux plongeurs avec bouteille qui respirent de l'air comprimé, l'air dans les poumons de Patrick s'adapte à la pression quand il plonge. Il ne risque donc pas d'accident de décompression, mais il n'est pas hors de danger pour autant. C'est dangereux de remonter ? Oui, parce qu'il a utilisé tout l'oxygène qu'il avait emmagasiné. Et la densité de l'oxygène est tellement basse qu'il risque de faire une syncope à 2 ou 3 mètres de la surface. Il remonte toujours. C'est tellement profond. Plus de 36 mètres. Ça fait 12 étages. Je le vois. Le ballon remonte sans lui. Je vois la gueuse, mais où est-il? Aurait-il fait une syncope au dernier moment? Vous m'avez fait peur, Patrick. Vous avez l'air très détendu, vous souriez, et vous n'êtes même pas essoufflé. C'est un plaisir. Ce n'est pas douloureux du tout. Il suffit d'apprécier le voyage. Patrick a une telle confiance en ses capacités qu'il a choisi de nager jusqu'à la surface. Mais ses capacités sont-elles surhumaines? Pour le savoir, nous allons lui faire passer des tests, afin de découvrir le secret de cet être humain capable de survivre si longtemps sans oxygène. Je ne sais pas comment il fait. C'est étrange. Ouais. Très étrange. Et plus tard, je vais rencontrer un homme qui affirme pouvoir faire tenir des objets sur son corps à la seule force de son esprit. Je m'appelle Daniel Browning-Smith. Et Stanley m'a envoyé en mission pour découvrir de vrais super-humains. Je me trouve dans les Caraïbes, où je viens de voir l'apnéiste Patrick Moussimou survivre à une plongée incroyable sans oxygène. Pour connaître ce qui le rend différent de vous et moi, je vais me mesurer à Patrick pour voir comment nos corps réagissent en apnée dans un environnement contrôlé. Le docteur Van der Vaart va enregistrer notre taux d'oxygène dans le sang grâce à un oxymètre. Il pense que cela pourrait nous aider à comprendre la capacité de Patrick. Et il y a certainement des différences physiologiques entre vous. Nous allons mesurer votre rythme cardiaque et votre saturation en oxygène quand vous serez en apnée. Je passe le premier. L'ordinateur va enregistrer la quantité d'oxygène dans mon sang.
Une personne normale peut retenir son souffle environ 1 minute. Lorsque la quantité d'oxygène dans mon sang diminue, mes poumons se remplissent de dioxyde de carbone et je suis pris d'une irrépressible envie de respirer. Il s'en sort bien. Oui, c'est pas mal. Au bout d'un peu plus d'1 minute, je dois remonter pour respirer. Bien. Pas mal. Comment ça va? Je l'ai senti dans mon ventre. Vous avez tenu 1 minute 27. C'est mieux que ce que je pensais. Je suis resté sous l'eau moins d'1 minute et demie. Et la saturation en oxygène de mon sang est restée à 95%, le taux moyen pour une personne normale. Cela sera-t-il différent pour Patrick? Pour ce test, Patrick va retenir son souffle pendant 5 minutes. Il pourrait tenir plus longtemps, mais 5 minutes suffiront pour obtenir les informations dont nous avons besoin. L'air que nous respirons est composé de 21% d'oxygène et de 79% d'azote. Patrick hyperventile pour remplir ses poumons de l'oxygène dont son corps a besoin pour rester en vie. Son cœur ralentit. Saturation en oxygène de 99%. Au bout de près d'1 minute, Patrick n'a pratiquement pas utilisé l'oxygène qu'il a emmagasiné. Ça fait plus d'1 minute, et à ce moment-là, mon corps me criait de remonter. Mais lui est encore à 98%. 97. C'est à ce moment-là que je suis remonté, j'étais à 95%. Oui. D'accord. Pour rester sous l'eau plus longtemps, le corps de Patrick commence à détourner le sang de ses extrémités vers ses organes vitaux pour qu'il puisse continuer à fonctionner. 94%, presque 2 minutes. Je lui fais un petit signe. Comme on s'y attendait, au bout de 2 minutes, le taux d'oxygène de Patrick se met à diminuer rapidement. Il est à 86% de saturation. Et ça continue de baisser. Ouais, 85%. 84, il brûle vraiment son oxygène. 3 minutes, Il brûle toutes ses réserves d'oxygène. 3 minutes. Si la saturation en oxygène de Patrick continue de chuter, il risque des lésions cérébrales. C'est plutôt bas. 4 minutes. Saturation de 80%. Au moment où je commence à m'inquiéter, le docteur remarque une chose étrange. Il est stable à 80% depuis pratiquement 1 minute. C'est incroyable. Le corps de Patrick n'a pas utilisé d'oxygène depuis plus d'1 minute. C'est incroyable. Presque 5 minutes. Il reste à 80%. C'est étrange. Oui, C'est très étrange. Mais c'est ce qui se passe. 5. Il ralentit son métabolisme. C'est incroyable. Absolument incroyable. Vous avez tenu 5 minutes et le taux d'oxygène dans votre sang est tombé à 80%, puis s'est stabilisé. Il n'a pas baissé, il est resté à 80 pendant toute 1 minute. Votre corps a tout simplement arrêté d'utiliser de l'oxygène. Non seulement Patrick a retenu son souffle 5 fois plus longtemps qu'une personne moyenne, mais au bout de quelques minutes, son corps a complètement arrêté d'utiliser de l'oxygène. Je pensais que c'était impossible, mais est-ce surhumain? Docteur, quelle est la différence entre Patrick et moi? Tout d'abord, il peut emmagasiner beaucoup plus d'oxygène que vous. Il avait 3 minutes et demie de réserve d'oxygène dans le corps. Que s'est-il passé quand c'est tombé à 80%? C'est ce que je ne comprends pas. Il semble qu'il soit capable de faire passer son métabolisme de l'aérobie à l'anaérobie. Son corps peut donc fonctionner sans oxygène. C'est une découverte incroyable. Nous avons peut-être trouvé la réponse à la capacité unique de Patrick. Vous aviez déjà vu un cas comme Patrick? Non, il peut passer de l'aérobie à l'anaérobie, c'est extrêmement rare. Savoir que je peux faire des choses dont les autres sont incapables, ce don surhumain que je possède, c'est vraiment excitant. Et ça me motive à aller encore plus loin. Patrick pourrait être l'un des super-héros créés par Stan Lee. Il compense en utilisant l'eau de mer, résiste à une pression énorme à 200 mètres de fond, et nos tests scientifiques
ont révélé que son corps peut arrêter d'utiliser de l'oxygène pendant 1 minute et demie. Comprendre cette capacité pourrait-il aider les médecins à sauver des patients dont le corps est privé d'oxygène? Ou même aider l'exploration humaine d'autres mondes? C'est réellement fascinant la façon dont le corps de Patrick réagit dans un environnement aussi extrême. Je me demande vraiment s'il existe une limite à ce dont le corps humain est capable. Mais l'endurance physique n'est pas tout. C'est parfois des capacités mentales qui rendent un être surhumain. Stan m'envoie rencontrer un homme qui affirme posséder l'un des pouvoirs ultimes des super-héros, la psychokinésie, le pouvoir d'agir directement sur la matière par la force de l'esprit. Le Polonais Miroslav Magola affirme utiliser la psychokinésie pour faire tenir des objets de tout matériau sur sa peau. Je suis très sceptique quant au soi-disant super-pouvoir de Miroslav. Je l'ai donc invité en Angleterre pour y être testé par des scientifiques de renom. Je veux découvrir ce qu'il en est vraiment. Bonjour. Pour certains, c'est un don, pour d'autres, une arnaque. Et pour d'autres encore, ça défie les lois de la science. Miroslav affirme utiliser la psychokinésie pour faire tenir des objets sur sa peau. Psychokinésie signifie mouvement par l'esprit. À ce jour, la science est incapable de prouver ou de réfuter les affirmations de Miroslav. Je suis impatient de commencer, mais Miroslav doit d'abord se préparer mentalement. Après s'être opposé au régime communiste en Pologne dans les années 80, Miroslav est devenu réfugié politique. C'est alors qu'il a commencé à explorer la puissance de son esprit. En 1988, j'étais dans un camp de réfugiés en Allemagne et c'est là que je me suis mis à faire beaucoup de méditation et de yoga. Une nuit, alors que j'étais dans la cuisine, des objets sont venus se coller sur ma peau. Le premier était une tasse de l'armée en fer blanc. Par la suite, j'ai commencé à affiner ma technique et à concentrer mon esprit pour arriver à faire tenir sur ma peau des objets composés d'autres matériaux. Miroslav est maintenant prêt à me montrer ce qu'il peut faire. Mais avant, je tiens à vérifier les bols et les plats. Ils sont vrais, et plutôt lourds. J'ai du mal à en croire mes yeux. Mais Miroslav ne fait que commencer. Je ne comprends pas comment il fait. Et les plats sont de plus en plus grands et lourds. Je peux faire tenir sur ma peau des objets de différentes tailles et de différents matériaux. L'objet le plus lourd que j'ai soulevé était une assiette en marbre qui pesait 2 kilos. Certes, c'est impressionnant, mais on dirait qu'il utilise la succion pour soulever les plats. Sa peau serait-elle différente de celle des autres? Lisse et douce? Oui, votre front est normal. Il est souple. C'est un front normal, il n'est pas différent du mien. Si ce n'est pas sa peau, alors peut-être qu'en me concentrant suffisamment, moi aussi je pourrais y arriver. Rien. J'ai l'impression que mon front repousse le bol. Je ne sais pas comment il fait. J'ai inspecté les objets et sa peau, mais je pense toujours qu'il y a un truc. Comment faites-vous? Je sais que ça peut paraître incroyable, mais quand je ferme les yeux et que je me concentre, je vois des lumières vives, un peu comme une aurore boréale au pôle Nord. Quand je vois ces lumières, je me concentre et à un moment donné, je sais que je peux soulever l'objet.
et il se colle à ma peau. Vous pensez utiliser votre esprit pour soulever ces objets? Je ne peux pas l'expliquer. J'espère que les scientifiques pourront m'en dire plus. Je n'en crois pas mes yeux. Mais je ne suis pas convaincu par l'explication de Miroslav. Je veux découvrir exactement ce qui se passe dans son cerveau quand il soulève ces objets. Et les résultats des tests vont tous nous étonner. Plus tard, je vais rencontrer un homme loup qui affirme faire partie d'une meute. Je m'appelle Daniel Browning-Smith et je suis à la recherche de super-humains. Je viens de voir Miroslav Magola faire tenir des objets sur sa peau grâce, semble-t-il, à la seule force de son esprit. Je veux découvrir ce qui se passe vraiment dans son cerveau et son corps lorsqu'il fait ça. Je l'emmène rencontrer le docteur David Lewis, neuropsychologue dans l'un des principaux centres de recherche neurologique de Grande-Bretagne. Il va réaliser des tests pour découvrir si Miroslav a bel et bien un pouvoir surhumain. Le docteur Lewis a déjà testé des personnes affirmant pouvoir faire des choses similaires. Il est tout aussi sceptique que moi. Les lois de la science sont bien établies. Et affirmer que l'on peut faire une chose hors des lois de la science demande des preuves irréfutables. Et la plupart des scientifiques comme moi sont très sceptiques parce qu'il faudrait réécrire les lois de la science et qu'elles nous ont bien servi pendant des siècles. Miroslav est relié à un ordinateur qui va enregistrer l'activité dans son cerveau pendant qu'il soulève un bol grâce à la seule force de son esprit. En plus des ondes cérébrales, le docteur Lewis va enregistrer tout changement dans les signes vitaux de Miroslav, en mesurant sa respiration, la conductance et la température de sa peau. Cela nous montrera si le mental de Miroslav a un effet sur son corps, et si, comme il l'affirme, son esprit domine la matière lorsqu'il se concentre pour soulever des objets. Observons le moniteur. Il nous montre en temps réel l'activité cérébrale de Miroslav. Ces lignes ondulées ici. Chacune de ces lignes montre l'activité sous l'un des capteurs positionnés sur sa tête. Allez-y quand vous voulez. Je ne peux toujours pas croire que Miroslav soit capable de faire ça. Le docteur Lewis remarque un détail intéressant. L'étonnant pouvoir de Miroslav en fait-il un super-humain? Et son esprit est-il à l'origine de ce pouvoir fantastique? C'était très intéressant. Les résultats du test sont inattendus. Il y a bien une augmentation de l'activité cérébrale, mais ce qui retient l'attention du docteur Lewis, ce sont les changements dans les signes vitaux de Miroslav au moment où il soulève le bol. Ici, nous avons la conductance de la peau, la température de la peau, le rythme cardiaque et la respiration. Au moment où vous avez soulevé le bol, la conductance de votre peau a augmenté. Le docteur Lewis découvre que Miroslav a la capacité incroyable de contrôler des fonctions corporelles inconscientes et automatiques grâce à la puissance de son esprit. Regardez la température de sa peau. On s'aperçoit qu'elle a beaucoup augmenté par rapport à l'état de repos. Elle est montée à 33 degrés, soit 1 ou 2 degrés de plus. Cela peut paraître peu, mais dans un laps de temps aussi court, c'est un changement très important. Sa main est devenue beaucoup plus chaude. Nous voyons donc des changements physiologiques dans le corps au moment où le bol défie la gravité. Miroslav a augmenté la conductivité électrique et la température de sa peau de 2 degrés. Sa peau semble vraiment changer de caractéristiques, lui donnant la capacité d'attirer des objets solides. Pourrions-nous tous apprendre à contrôler les fonctions vitales de notre corps de la même façon? Quelle est la puissance de notre esprit? Miroslav nous montre-t-il la voie du futur?
Donc son cerveau provoque des changements dans son corps. Mais nous ne savons toujours pas comment il fait pour soulever le bol. Non, il existe plusieurs théories, mais cela reste un mystère. Personne ne s'attendait à de tels résultats. Je suis convaincu que chez Miroslav, l'esprit domine la matière. À la seule force de son esprit, il est capable de faire tenir des objets sur sa peau. C'est véritablement un pouvoir de super-héros, et Miroslav pourrait bien être super-humain. Quand Stan Lee m'a envoyé en mission pour trouver de vrais super-humains, jamais je n'aurais pensé qu'il existait autant de mutations génétiques, comme chez les super-héros créés par Stan. Je suis impatient d'apprendre ce qu'il va penser de mes découvertes. Toute ma vie, j'ai imaginé des personnages surhumains. Mais tes découvertes ont radicalement changé ma façon de penser. Daniel, je suis impatient d'apprendre ce que tu vas encore découvrir. Stan m'envoie maintenant rencontrer un homme qui pourrait bien être un véritable homme-loup. Autrefois, les loups vivaient nombreux en Angleterre. Mais ces prédateurs agressifs ont été chassés jusqu'à pratiquement disparaître au début du XVIe siècle. Pourtant, encore aujourd'hui, le loup reste un animal terrifiant. Je suis venu dans la campagne anglaise pour rencontrer Sean Ellis, un homme qui a consacré sa vie à étudier les loups. En 2005, il a quitté sa femme, sa famille et sa vie d'être humain pour vivre avec une meute de loups. Pour devenir l'un d'eux, Sean a dormi et mangé avec ses loups pendant 18 mois. La plupart d'entre nous auraient été dévorés vivants. Mais il affirme qu'en apprenant à communiquer comme un loup, il est devenu l'un des leurs. Je suis sceptique. Un homme peut-il vraiment faire partie d'une meute de loups et apprendre leur langage complexe? Il faut que j'en sache plus. Devenir un loup représente un énorme changement culturel. Il faut abandonner tout ce qu'on sait et entrer dans leur monde. Les douches, les déodorants, les vêtements propres, tout ça, c'est du passé. Il faut vivre en immersion totale dans les bois, dans leur monde, dans la meute et son mode de vie. Je vais voir Sean défendre sa place dans la meute au moment du repas. Ils ont faim? Oui, c'est au moment du repas qu'on voit le vrai comportement des loups. C'est une lutte pour survivre et chaque morceau compte. Il faut être prêt à défendre ce qui vous revient. Vous devez défendre votre part contre ces loups affamés? Oui, chaque loup a sa part selon son rang. Pourquoi ne vous attaquent-ils pas? C'est grâce à mes expressions faciales, la langue qui sort entre les dents, des grognements et des grondements. C'est comme ça que vous conservez votre place dans la meute? Oui. Et quand on fait partie d'une meute, on a des obligations. Et il faut aussi la défendre. Rien que cette année, une femme a été tuée par une meute de loups en Alaska. Pourtant, Sean tire une carcasse de 60 kilos vers la meute de loups affamés et va défendre sa part. Il doit forcément avoir un super pouvoir. Là-dedans, il y a 8 loups qui pourraient tuer un animal de 10 fois leur taille. Ces loups sont très agressifs. Ils grondent et ils grognent. Ils ont essayé de mordre Sean, mais il ne s'est pas laissé faire. Une morsure de loup peut atteindre une pression de 100 kg par centimètre carré. Sean est à l'intérieur sans aucune protection. Il semble les empêcher de l'attaquer uniquement grâce à une série de grognements et de grondements. Sean vient de défendre sa part. Il a grondé et fait mine de le mordre. Et le loup s'est éloigné. Sean affirme parler le langage des loups. Et il va m'en apprendre les bases. Si je voulais prévenir un loup de s'éloigner de ma nourriture, je ferais...
comme ça. Un petit grognement, comme pour dire « ne fais pas ça, éloigne-toi ». On passe de à... Vous entendez? C'est un grognement bien plus grave, plus intense. C'est un avertissement. La langue peut aussi sortir entre les dents, comme ça. Les dents sont complètement exposées et la langue est sortie. Ça veut dire que je protège quelque chose. Je protège cet endroit, cette femelle, ou la nourriture. Lorsque Shaun utilise ces expressions, son visage ressemble presque à celui d'un loup. Le hurlement du loup est très connu. Et Shaun a dû l'apprendre très tôt. C'est pour se localiser. Ça monte dans les aigus et ça redescend. Le son aigu signifie ce que vous voulez. Dans ce cas précis, où êtes-vous? Et à la fin, le son devient plus grave. Ça me représente moi, ma place dans la meute. C'est comme ça qu'on s'identifie. Je n'en crois pas mes oreilles. Les loups répondent à Shaun. Je n'ai jamais rien entendu de tel. Je veux découvrir si le hurlement de Shaun ressemble vraiment à celui d'un loup. Pour ce faire, nous allons comparer sa fréquence au hurlement d'un vrai loup. J'emmène Shaun au département de biologie de l'université de Plymouth. Le docteur Collins, comportementaliste animalier, va enregistrer le hurlement de Shaun et le comparer à un hurlement de loup enregistré en pleine nature. L'homme-loup sera-t-il à la hauteur ? Une fois l'enregistrement numérisé, le docteur Collins peut analyser la hauteur, la structure et la fréquence des deux hurlements. C'est le hurlement de Shaun? Oui. En haut, nous avons l'amplitude et la puissance. Et en bas, les caractéristiques de la fréquence. Sa fréquence est-elle proche de celle du loup? Il est dans une gamme de fréquences typique chez le loup. Et les deux hurlements de localisation sont très semblables. Il commence assez bas, monte et retombe à la fin. Le loup a commencé à environ 400. Il est monté à 650 et est retombé à 400. Vous êtes parti de 300. Vous êtes monté à 600 et retombé à 300. Les deux ont une forme similaire, comme une sorte de vague. Docteur Collins, que pensez-vous du hurlement de Shaun? C'est incroyable à quel point il ressemble à un hurlement de loup. Il est impossible de les différencier en mesurant les caractéristiques de fréquence. La gamme de fréquences est la même que chez le loup. La structure est légèrement différente. Mais chaque loup a une structure différente. La vôtre est simplement celle de Shaun le loup. Scientifiquement, on ne peut pas les différencier. Non, on ne peut pas les différencier. Il hurle comme un loup? Oui. En partageant la vie d'une meute de loups et en communiquant avec eux dans leur propre langage, Shaun est peut-être la seule personne au monde que l'on pourrait appeler un homme-loup. Et ça, c'est un super-humain. Daniel va maintenant se rendre en Norvège pour rencontrer un homme qui repousse ses limites mentales et physiques au maximum, en se mettant régulièrement en danger, en équilibre entre la vie et la mort. Les animaux et les hommes réagissent à la peur intense de la même façon, par ce que l'on appelle la réaction de lutte ou de fuite. Soumis à un stress, le cerveau prend le contrôle du corps pour lui faire éviter le danger. Et l'une de nos peurs les plus viscérales est la peur du vide. Sauf pour l'homme que je vais rencontrer. Eskil Rønningsbakken a la capacité de rester calme à des hauteurs terrifiantes. Et même de faire des acrobaties en équilibre entre la vie et la mort. J'ai toujours vécu sur le fil du rasoir. J'ai mes propres limites. Demain,
Eskil va nous prouver qu'il maîtrise totalement la peur en se balançant la tête en bas sur cette plateforme au bord d'un précipice de 300 mètres. Une situation qui tétaniserait de peur la plupart d'entre nous. Je ne sais pas comment il peut rester calme à une telle hauteur. Même attaché dans l'hélico, je suis terrifié. Eskil serait-il né sans la peur du vide? Ou aurait-il trouvé le moyen de maîtriser la peur? Je veux découvrir ce qui se passe dans son corps quand sa vie ne tient qu'à un fil. Ma mission pour découvrir de vrais super-humains me conduit en Norvège, pour étudier le cas d'Eskil Ronningsbakken, un homme qui semble ne pas connaître la peur du vide. Je veux comprendre comment Eskil parvient à rester calme dans des situations qui paralyseraient de peur la plupart d'entre nous. Depuis l'aube de l'humanité sur les plaines de la savane africaine, l'homme a évolué pour vivre les pieds fermement plantés sur la terre ferme. Nos cerveaux sont préprogrammés pour avoir peur du vide, nous envoyant des signaux d'avertissement très clairs lorsque nous prenons de l'altitude. Je vais rencontrer Eskil à l'université norvégienne de sciences et de technologie de Trondheim. Des scientifiques vont mesurer le rythme cardiaque d'Eskil quand il sera en équilibre. Ce test tout simple va nous révéler si Eskil a développé un pouvoir surhumain lui permettant de maîtriser la peur. C'est haut. Nous allons mesurer le rythme cardiaque d'Eskil lorsqu'il sera en équilibre la tête en bas sur une chaise au bord de ce toit à 30 mètres du sol. Ça suffira. J'ai toujours été intéressé par les gens capables de contrôler leur corps d'une façon extraordinaire ou extrême. Si vous laissez les autres vous contrôler, vous risquez de faire des erreurs fatales. Regarder en bas de cet immeuble aurait de quoi faire augmenter le rythme cardiaque moyen d'une personne normale. Les scientifiques demandent d'abord à Eskil de se tenir en équilibre au milieu du toit pour mesurer son rythme cardiaque hors situation de stress. Nous sommes au milieu du toit, bien loin du bord. Avant de commencer, Eskil se plonge dans un état méditatif. Puis, il se met en position et les scientifiques mesurent son rythme cardiaque. Voyons maintenant les effets du danger sur le cœur d'Eskil. Je peux à peine regarder Eskil installer sa plateforme dont 2 pieds pendent dans le vide au-dessus du toit de l'hôpital. Pour cette expérience, l'hôpital a insisté pour qu'il soit assuré par un harnais. Eskil, vous n'êtes pas très content de porter ce harnais? Non, je fais une exception aujourd'hui parce qu'il s'agit d'une expérience. Mais c'est vraiment contre mes principes. Je n'utilise jamais de harnais ou ce genre de choses. Les scientifiques mesurent à présent le rythme cardiaque d'Eskil alors qu'il répète exactement le même exercice, mais au bord du toit cette fois. La hauteur de 11 étages ne semble pas le gêner du tout. Chez une personne ordinaire, le simple fait de se trouver à une telle hauteur déclencherait une réaction de peur, ce qui affecterait le système nerveux, conduisant à des tremblements involontaires et faisant grimper en flèche le rythme cardiaque. Les informations concernant son rythme cardiaque sont envoyées au labo pour y être comparées. Que remarquez-vous quand il était au bord et quand il était au centre du toit? Je ne vois aucune différence. Pour Eskil, il n'y a donc aucune différence entre se trouver au sol ou au bord d'un immeuble de 11 étages.
Non, aucune. Mon rythme cardiaque serait beaucoup plus rapide au bord du toit. Oui, moi aussi. Le simple fait de regarder en bas m'a donné le vertige. J'ai senti un changement physique, même sans rien faire. Oui, mais il est différent. Oui, il est différent. Ayant scientifiquement prouvé sa capacité à maîtriser la peur, je vais maintenant voir jusqu'où est-ce qu'il peut pousser son incroyable super pouvoir. Eskil va se tenir en équilibre sur une pile de chaises au bord d'un précipice de 300 mètres. Eskil, maintenant ne plaisante plus. Pas de harnais, pas de filet et un précipice de 300 mètres. Tout va bien? Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. J'ai choisi cet endroit parce que je serai au-delà de la montagne. Donc si je devais tomber, ce serait en chute libre. Ce n'est pas comme sur un sommet, où on ne tombe que de quelques mètres. Le sentiment de pouvoir voler est très important dans ce défi. Tout le monde a peur du vide, mais pas vous. Avez-vous peur de quoi que ce soit? Pas vraiment. Quand on n'a plus peur de mourir, on commence vraiment à vivre et j'ai les pieds sur terre. Eskil affirme avoir conquis la peur de mourir. Et dans ce défi, la mort est une vraie possibilité. C'est tellement dangereux qu'Eskil ne peut pas se permettre la moindre distraction. Je me tiens donc ici, à l'endroit le plus sûr que j'ai trouvé. Pour bien voir ce qui va se passer, je dois me tenir près de ce précipice de 300 mètres. J'ai vu des tas de choses folles dans ma vie, mais je n'avais jamais vu quelqu'un aller aussi loin pour risquer sa vie. On voit les chaises vaciller quand il les empile. Incroyable. C'est incroyable qu'à cette hauteur, sans harnais, ni filet, Eskil soit si calme. La réaction de peur ne semble pas faire partie de son ADN. Je continuerai à faire ça tant que je serai en vie. La façon dont Eskil a vaincu la peur du vide est fascinante. Et sa vie est toujours en jeu. Ce qui rend ses exploits incroyables encore plus surhumains. Daniel a parfaitement réussi sa mission. Encore une fois, il a prouvé que les super-humains existent. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres, et nous les trouverons.